Bonjour les experts. Alors, avec nous ce matin, je suis ravi du plateau parce qu'on a beaucoup de beaux sujets, on a beaucoup de matières et il se passe énormément de choses dans l'économie et pas que le budget. On va y revenir. Donc avec nous ce matin, Ronan Lemoyle. Bonjour Ronan, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur d'Épopée Gestion, qui est un fonds d'investissement régional. À vos côtés, François Ecal, fondateur de FIPECO. Vous avez été aussi, je le mentionne parce que ça a une importance dans le débat qu'on aura ce matin ensemble, rapporteur général du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. Évidemment, on est en plein dedans. Face à vous, pas en opposition, mais face à vous, géographiquement, on va dire, Dany Lang, vous êtes enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris-Nord. Donc ça continue à l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a deux éléphants qui vont arriver dans la pièce. Alors on va parler du premier éléphant, la taxe Zuckman, visiblement sur lequel le Parti socialiste nous prépare une version light. Alors cette version light, on va essayer de... Ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est qu'elle serait plutôt sur un taux à 3% pour les hauts patrimoines au-dessus de 10 millions, contrairement à la taxe Zuckman qui, elle, était à 2% pour les patrimoines de plus de 100 millions. Est-ce qu'elle est vraiment light, cette version qui se dessine à l'Assemblée ? Je peux commencer ? Allez-y, Dany. Dany Lang. Alors, c'est sans doute le sujet sur lequel on va avoir le plus de désaccords, je pense, parce que moi, je défends cette taxe Zuckman. Il faut arrêter, d'ailleurs, de dire que Zuckman, c'est un militant d'extrême gauche, le genre de bêtises qu'on a entendu. C'est simplement... Bernard Arnault. Il y a... ces 2%, c'est pourquoi ? C'est pour éviter que les ménages extrêmement fortunés évitent de payer leur juste part d'impôt. Donc l'idée générale, c'est celle-là. Donc la version light qui a été proposée par le PS, telle que, d'après les échos qu'on a pu en avoir, déjà c'est plus 2, c'est 3. Or ces 2%, c'est pas comme les 3% de Maastricht, etc. Ça tombe. C'est le résultat d'un travail scientifique, étayé, ciblé, etc. Deuxième défaut de cette taxe Zuckman Light, c'est qu'elle toucherait un nombre de ménages beaucoup plus important, alors que l'idée, c'est vraiment... L'assiette, maintenant, serait à 10 millions. C'est de toucher quand même les ménages qui échappent à différentes taxes et à différents impôts, parce qu'ils mettent en œuvre des mécanismes d'optimisation fiscale. Bon, et uniquement la partie de leurs revenus qui échappe à l'impôt par ces mécanismes. Voilà. Bon, troisième défaut de cette version-là, c'est que c'est plus une raquette avec des trous, c'est une raquette carrément sans plus rien dedans. Donc on ne pourra même pas taper dans la balle. Il y a tellement d'exonérations dans cette version qu'on a pu voir. Et je renvoie vous reprenez les propos de Gabriel Zuckman qui ce week-end disait que c'était une machine à optimisation. Exactement, mais parce que je suis allé regarder, mais c'est une machine où finalement plus personne ne va payer ce fameux impôt, donc ça ne sert strictement à rien. Donc rendement attendu, d'après les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, 5 à 7 milliards. Oui, alors que la taxe Zuckman, qui devait porter sur un nombre de ménages plus restreint, devait rapporter autour de 20 à 25 milliards. Ils étaient crédibles, ces 20 à 25 milliards ? À mon avis, c'est crédible, et très, très franchement, les travaux que j'ai pu lire, j'ai regardé, parce que quand on balance des milliards comme ça, je suis du genre à les fouiller, à les regarder, à les creuser. À mon avis, c'est totalement crédible. Ce qui est moins crédible dans la proposition de Zuckman, et qui est plus compliqué, c'est d'en faire un impôt mondial. Or, les 15% d'IS auxquels il se réfère, c'est les 15% qui ont été portés et voulus par Joe Biden. Là, on n'a pas un pays qui a la taille critique des États-Unis qui porte la taxe Zuckman. Peut-être que l'Union européenne pourrait la porter, mais à mon avis, c'est extrêmement crédible. D'accord. Réaction, Ronan Lemoyle ? Oui, alors moi, j'ai envie de dire, j'ai entendu sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, y a-t-il un adulte au Parlement ? J'ai envie de reprendre cette phrase à mon compte, parce que c'est vraiment ce que ça m'inspire en ce moment. Ça m'inspire, en fait, plus sérieusement, plusieurs choses. D'abord, je crois qu'on est vraiment arrivé dans un débat idéologique, les riches contre les pauvres. Et je pense qu'une société qui fonctionne comme ça, c'est pas une bonne société. C'est une société qui a besoin... On verra tout à l'heure du classement compétitivité. On verra que le sujet de la cohésion sociale est un sujet important. Donc je pense que un risque de fracture aujourd'hui. Ces débats actuels montrent la fracture. D'ailleurs, je le dis au passage, ça peut faire sourire, mais c'est quand même la vérité. Le dernier président de la République, candidat, qui a parlé de ce sujet, la fracture sociale, c'est Jacques Chirac, en 95. Depuis, il n'y a pas un seul président qui a... Alors, je ne dis pas qu'il a fait que du bon travail sur le sujet, il n'y a pas un seul président qui a compris, ou en tout cas mis sur la table, le fait qu'il était important qu'il y ait une cohésion sociale d'ensemble pour qu'un pays fonctionne bien. Donc moi, je pense déjà que c'est un symptôme fort, ce qu'on observe là est un symptôme fort d'une fracture sociale qui va s'accentuer. Deuxièmement, ce qui me paraît assez délirant,
c'est qu'en fait, cette taxe Zuckman Light, la taxe Zuckman, on peut en débattre pendant longtemps. Moi, je ne suis pas un défenseur pour la raison qui est la taxation des patrimoines, y compris professionnels, me paraît être une grosse erreur. Parce là-dessus, c'est quand même une des lignes rouges du gouvernement. Maud Bréjon, sur l'antenne de BFM, l'a redit ce matin. On ne touche pas aux biens professionnels et aux entreprises innovantes. Mais la version light ne dit pas jusqu'à quel point, justement, en dehors des exonérations d'entreprises innovantes, d'entreprises familiales, et j'ai envie de dire, mais alors, celui qui crée son entreprise dans la plomberie, qui a un beau de succès, qui crée un petit groupe qui vaut plus de 10 millions d'euros, il n'est pas concerné ni par l'entreprise familiale, ni par l'entreprise innovante, mais donc il est taxé. Donc, je perds un peu mon latin dans les retraitements qu'il peut y avoir ici ou là dans les différents sujets. Donc, premier point, je pense que c'est le symptôme d'une fracture sociale qui va s'accentuer. Deuxième point, je pense qu'on fait de la fiscalité en France en oubliant que la fiscalité, c'est le service d'un projet. Il n'y a pas de projet soutenu, et pour des raisons qu'on connaît tous. Il n'y a pas de projet parce qu'il n'y a pas de majorité, donc il n'y a pas d'une ligne directrice qui conduirait ensuite à dire la taxation vient supporter sa ligne directrice. On taxe pour taxer. Et quand on taxe pour taxer, on oublie l'éléphant dans le magasin. L'éléphant dans le magasin, c'est le fonctionnement de l'État. Donc on oublie totalement ce sujet. Donc deuxième écueil, qui n'est pas directement lié au sujet Zuckman, mais qui est un sujet périphérique, c'est pendant ce temps-là, on ne parle pas du vrai sujet, qui est le sujet effectivement du fonctionnement de l'État. Et puis pour revenir à cette taxe en tant que telle, moi ce que je crains, c'est cette taxe dite Zuckman Light qui arrive effectivement à 3%, patrimoine de 10 millions d'euros versus les patrimoines beaucoup plus importants avant. Elle peut entraîner quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est que quand on commence à toucher des patrimoines de l'ordre de 10 millions d'euros, on commence à toucher, j'aime pas dire le ventre mou, mais une majorité assez importante de gens auxquels pourraient prendre l'idée de venir bouger les sociétés qui viennent en tête de leur groupe, animer ces groupes, pour les mettre ailleurs et échapper à la fiscalité. Le risque d'expatriation. Il y a ce risque-là, il est beaucoup plus fort que sur les grands groupes qui pouvaient être concernés avant, parce qu'ils étaient, j'allais dire, quasiment peut-être des optimisations réelles. Donc attention, on est peut-être en train de faire entrer l'eau dans la bergerie, de faire pire. Mais encore une fois, ce qui m'inspire, la première remarque que ça m'inspire, c'est que on est en train de faire du marxisme avec un tableur Excel. Voilà ce que ça m'inspire. François Écal, votre réaction sur cette version Zuckman avec de l'aspartame dedans ? Alors, premier point, l'effort que nous devons faire pour reprendre le contrôle de la dette publique, simplement la stabiliser en pourcentage du PIB, pas en euros, mais en pourcentage du PIB, il est considérable. Là, tout de suite, vous prenez de la hauteur. Là. Oui, 120 milliards d'euros à peu près, c'est un ordre de grandeur, c'est peut-être 100, 120, 150, c'est considérable. Je pense qu'il faut le faire quand même principalement, en effet, par des économies sur les dépenses publiques. Mais je pense que dans le contexte politique, social, pour des tas de raisons, on n'y arrivera pas. Donc, il faudra augmenter les prélèvements obligatoires. Pas sur les entreprises, si possible, parce qu'elles ont déjà des problèmes de compétitivité, donc plutôt sur les ménages, et donc en fonction de leur capacité contributive. Est-ce que les hyper riches payent suffisamment en fonction de leur capacité contributive ? Il y a un vrai problème qui a été mis en évidence par les travaux de l'Institut des politiques publiques sur lesquels s'appuie Zuckman, mais auquel la taxe Zuckman, qu'elle soit dans sa forme dure ou allégée, est une mauvaise réponse. Pour quelle raison ? Une autre réponse. Le problème, il est le suivant. Il est que si vous avez des actions, vous recevez des dividendes, et ces dividendes sont imposés à 30% à la flat tax. Si vous êtes un hyper riche, vous avez la possibilité, certains d'entre eux, de laisser vos dividendes s'arrêter dans une holding familiale où ils ne sont pas soumis à la flat tax. Après, la valeur de cette holding, elle augmente, bien sûr, parce que c'est réinvesti, donc ça augmente. Et donc, normalement, quand vous vendez les parts de votre holding, vous êtes imposé sur les plus-values. Donc, on récupère, vous êtes imposé à 30%, et donc finalement, normalement, il n'y a pas de problème. Le problème, il vient d'où ? Il vient qu'en fait, ces hyper riches ne vendent pas ces parts, ils les cèdent à leurs héritiers par donation ou succession. Et quand vous cédez, que ce soit n'importe quoi, d'ailleurs des actions, des biens immobiliers, etc., à vos enfants, eh bien la plus-value latente au moment où vous faites cette cession, cette plus-value latente, elle est effacée. Je prends un exemple. Vous achetez n'importe quoi, des actions, des biens immobiliers à 80. Vous le cédez à vos enfants à un moment où sa valeur est de 100. Et ensuite, vos enfants le cèdent eux-mêmes sur le marché à un moment où c'est 110. Vos enfants vont être imposés, la seule plus-value qui va être imposée, c'est 10, la différence entre 100 et 110. Les 20
de plus-value qu'il y a eu avant, ils ne seront jamais imposés. Donc je pense que c'est un problème technique. La vraie solution au problème mis en évidence par ces travaux de l'Institut des politiques publiques, c'est la taxation des plus-values latentes au moment des successions. Alors vous allez me dire, ça va concerner tout le monde, parce que ça va vous concerner vous, etc. Mais il suffit, je dirais, de mettre un seuil de plus-value latente. Vous dites, je n'impose les plus-values latentes au moment des donations et des successions qu'à partir de 1 million d'euros, 10 millions d'euros, je sais pas, voilà, ça se discute, etc. Et à ce moment-là, vous résolvez le problème qui a été mis en avant par Zuckman et l'Institut des politiques publiques. Il n'y a pas besoin de mettre en place une taxe. Alors c'est vrai, une taxe à 3%. Aujourd'hui, une taxe à 3%. Vous achetez des obligations d'État. Le rendement, c'est 3,5%. Vous êtes soumis à une taxe de 3% là-dessus. Qu'est-ce qui vous reste? 0,5%. C'est pas l'inflation. Donc vous perdez de l'argent. Ronan Lemoine, vous voulez y réagir? Pourquoi pas? C'est une idée qui me semble intéressante. Par contre, le diable est dans les détails, parce que je ne vais pas citer l'exemple concret que j'ai en tête, mais j'ai l'exemple concret d'un entrepreneur qui a repris de manière rapide la boîte de sa famille, puisque son père est décédé, qui l'a repris à 35 ans, qui s'est retrouvé avec effectivement une holding qui avait à la fois les titres de l'entreprise et quelques autres actifs. Je pense que les seuils sont importants, parce que lui, il pourrait payer pendant très longtemps les droits de succession, les plus-values latentes, les plus-values qu'il aurait dégagées, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, et c'est pour ça que dans la version dite light, y compris ces dispositifs ne marcheraient pas, quand on touche à des seuils de 10 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, 10 millions d'euros. Mais quand on regarde ce que c'est que le patrimoine professionnel potentiel d'une entreprise, y compris les titres qu'on peut détenir et les dividendes qu'elle rend, on arrive vite à des sommes de 10 millions d'euros pour des PME, les ETI. Nous, notre métier, c'est d'investir dans des PME, les ETI. Des valeurs d'entreprise, et même de titres de 10 millions d'euros, c'est très courant. C'est très courant pour les entreprises qui font quelques millions d'euros, à peine d'EBITDA, de résultats. Donc, je pense que, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faudrait faire très très attention au seuil pour qu'il soit supportable. Tout à fait. Daniel Lang, je sens que vous voulez réagir, notamment en fait, avec cette vision qui n'est pas inintéressante de François Ekal, c'est-à-dire qu'il ramène sur une lecture technique et pas politique. Non, mais je suis d'accord avec la fin de ce que vous avez dit, notamment sur les plus-values latentes. Ça n'empêche pas, à mon sens, évidemment, si on regarde ça, il faut que l'impôt soit progressif, il faut qu'il soit plus adapté, etc. Donc, une fois de plus, il ne s'agit pas de taper sur l'appareil productif, mais il s'agit de résoudre ce problème qui est mis en avant non seulement par le rapport de l'Institut des politiques publiques, mais aussi par le World Inequality Database, par d'autres études et d'autres travaux qui sont faits par ailleurs. Mais ça ne suffira pas de taxer les plus-values latentes. C'est pour ça qu'à mon sens, la taxe Zuckman fait sens. Il faut la maintenir à 3%, il faut la maintenir sur les ménages extrêmement aisés pour lesquels l'impôt est dégressif. Une fois de plus, s'ils arrêtent les mécanismes d'optimisation fiscale, ils paieront leurs 2%, et on n'aura plus besoin de la taxe Zuckman à ce moment-là. Par ailleurs, vous parliez de fracture sociale. Effectivement, à mon sens, l'une des raisons pour lesquelles il faut faire ça, c'est que aujourd'hui, l'impôt est devenu dégressif quand on devient de plus en plus aisé. Et c'est ça le problème, c'est justement de résoudre ce problème qui est aussi un problème de cohésion sociale. Enfin, vous parliez tous les deux, vous aviez l'air d'accord pour dire qu'il faut baisser les dépenses publiques. Je suis radicalement en désaccord. L'hôpital, l'université, les écoles sont déjà à l'os. Il faut arrêter maintenant de tailler dans ces dépenses-là, parce qu'on va pas s'en sortir. On va vraiment pas s'en sortir. Maintenant, ça suffit, cette logique. C'est une logique récessive. C'est une logique qui nous mène droit dans le mur. Il faut arrêter. Ça fait un certain nombre d'années qu'on mène ces politiques-là. Maintenant, il faut aussi réfléchir 2 minutes à la demande, plutôt que de faire uniquement des politiques d'offres. Alors, on va enchaîner, je vous reprends après, Ronan Lemoine, mais juste pour faire rentrer l'autre dossier, parce qu'en fait, ces deux dossiers sont liés. On vient de parler de la taxe Zuckman, il y a le pacte Dutreil. Alors, il y a des éléments qui ont fuité via Le Monde la semaine dernière sur, on va dire, le pré-rapport de la Cour des comptes, qui quand même étrille visiblement le pacte Dutreil, on va pas se mentir, ne serait-ce que sur le chiffrage, c'est 5,5 milliards selon les éléments de la Cour des comptes pour quelque chose qui est inscrit, je crois, au budget à 500 millions, donc déjà rien que l'écart. Mais surtout derrière, c'est la performance même du pacte qui semble remise en cause par la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver de lien sur l'emploi, une hyper-concentration en termes d'utilisation du pacte Dutreil, puisque quasiment 1%, on va dire, des entreprises captent la majorité des enveloppes. Quelle position vous avez sur ce pacte Dutreil? Ronan Lemoine, vous vouliez réagir? D'abord, juste pour finir sur ce sujet-là, je pense que
La cohésion sociale, d'abord, ce n'est pas juste dire que les riches doivent payer plus pour que les pauvres puissent exister. La cohésion sociale, c'est de faire comprendre. Les riches doivent payer au moins autant que les pauvres. La cohésion sociale, c'est pas la même chose. La cohésion sociale, c'est de faire comprendre que dans un pays, pour qu'il puisse y avoir des mécanismes de redistribution et donc de captation d'une partie de la richesse, quelle qu'elle soit, il faut qu'il y ait de la richesse créée. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui créent la richesse. Mais c'est ça. Personne ne met ça en cause. Non, le drame de notre pays, c'est ça. Le drame de notre pays, j'y reviens. Ça, c'est une histoire que... Non, bien sûr que non. Et deuxièmement, le terme d'optimisation fiscale, je trouve qu'il faut arrêter de le mettre à toutes les sauces. C'est-à-dire que globalement, dès qu'on parle d'entreprises ou de patrimoine qui payent de l'impôt, on dit de toute façon, il faut les taxer parce qu'ils optimisent fiscalement systématiquement. France, il ne faut pas caricaturer. Je pense qu'on prend systématiquement quelques repères ou quelques personnes en exemple, systématiquement le même d'ailleurs, j'ai envie de dire, sans citer son nom, alors que si on regarde la myriade, moi j'en connais, d'entrepreneurs, de PME, qui sont des gens à la tête d'un certain patrimoine, mais qui n'ont qu'une envie, c'est de le faire prospérer et grandir, c'est pas des gens qui font l'optimisation fiscale. Donc ça, c'est juste pour finir. Non, mais bien sûr, si vous n'en faites pas, de toute façon, ces gens-là ne sont pas concernés par la taxe Zuckman. La version light, je suis désolé. Et la deuxième chose, s'ils font pas d'optimisation, il n'y a pas besoin de taxe Zuckman. Non, mais la taxe Zuckman n'est pas une taxe d'optimisation en tant que telle. La version light de Zuckman à 3%, je suis désolé, ça va concerner beaucoup. Oui, mais je suis contre, je l'ai exprimé tout à l'heure, pour l'une des raisons que vous venez d'évoquer, d'ailleurs, notamment. Et le pacte du trade, pour revenir d'abord sur la transmission. D'abord, le pacte du trade, un mot qui rejoint d'ailleurs notre sujet juste d'avant, c'est qu'on oublie toujours un élément qui me paraît important, c'est l'élasticité. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit toujours, ça coûte tant. Mais on ne se dit pas, effectivement, si ça n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait par ailleurs ? Donc c'est vrai de l'imposition, d'ailleurs. L'imposition, on peut faire l'affaire, l'impôt tue l'info, ou trop d'impôt tue l'impôt. En tout cas, on oublie toujours qu'il y a une élasticité, effectivement, ou un effet de bord lié à la taxation plus ou moins importante. Donc sur Dutreil, je pense que d'abord, je crois que c'est M. Papin qui a dit ça, c'est un pacte de confiance finalement entre les entrepreneurs et l'État, et je crois qu'effectivement c'est vrai. Mais il a aussi, dans ses propos, il a dit aussi qu'il y avait des abus. Bien sûr, qu'il y ait des abus, moi, je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, je pense qu'en ce cas, il faut les traiter. Pour autant, là aussi, je vous donne l'exemple du terrain, ce que moi je vis tous les jours à la rencontre d'entrepreneurs, à la tête notamment, pas que, mais notamment d'entreprises familiales, qui veulent transmettre à des enfants qui n'ont qu'une envie, c'est de travailler dans l'entreprise, et pour lesquels le pacte du trade est important, parce que s'il n'existait pas, ils ne pourraient pas reprendre l'entreprise. Parce que la taxation qui leur serait imposée avec un patrimoine qui est à la base illiquide les amènerait à vendre la société. Donc je pense que dans ce débat-là, c'est la même chose. Il faut éviter sans doute de regarder de trop ceux qui, pour le coup, il faut le traiter, optimiseraient à outrance le sujet, et regarder la masse des individus entrepreneurs qui, eux, souhaiteraient pouvoir l'utiliser, ont besoin de pouvoir l'utiliser, et ne le font pas ou ne le feraient pas, parce que justement, ils se retrouveraient à un moment donné à devoir payer des droits de succès, en tout cas, droits de transmission-succession tels que les enfants ne reprendraient pas l'entreprise. Moi, j'ai 2 exemples en tête qui me viennent spontanément, encore une fois, de personnes qui ont repris des entreprises jeunes grâce au pacte du trade. Et si le pacte du trade n'avait pas existé, ben, ils ne l'auraient pas fait. Ils auraient vendu ces entreprises. Et ça, c'est un sujet important, notamment avec ma casquette territoriale, pour faire en sorte que les entreprises restent dans les territoires. Si on n'a pas de pacte du trade, on va avoir plus de consolidation au centre de décision, notamment au côté parisien. Et donc, on va, si je pense ma thèse d'investissement à l'ouest, un peu déshabiller l'ouest de la France en termes d'entreprise, parce que ces gens seront obligés de vendre. Donc, qu'il y ait des abus, sans doute, traitons-les de manière simple et intelligente, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord. François Eckel, sur cette transmission et sur ce regard de la Cour des comptes, un peu cru, je disais tout à l'heure, mais quand même, les documents, pour l'instant, qui ont fuité, on va dire, c'est assez sévère quand même. Alors, pour reprendre un peu de hauteur aussi. Allez-y, François Eckel, prenez de la hauteur. Allez, de manière on décolle. générale, pour redistribuer les patrimoines, parce que c'est ça l'enjeu, faire de la redistribution, je préfère les impôts sur les successions ou les donations aux impôts annuels sur la fortune, du type ISF, taxe Zuckman, etc., parce que ces impôts annuels sur la fortune taxent le patrimoine acquis au cours de sa vie par l'épargne, la création d'entreprises, l'innovation, etc. Après, les impôts sur les successions et donations doivent rester mesurés, malgré tout, parce que, d'abord, il est normal que si vous avez un patrimoine, vous vouliez le léguer à vos enfants ou à quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est en effet un très puissant motif d'épargne, de création d'entreprises, parce que les créateurs d'entreprises, développeurs d'entreprises veulent pouvoir léguer ça, léguer à leurs enfants. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Dans ce contexte,
Donc je suis, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis favorable à l'imposition des plus-values latentes au moment des successions. Est-ce qu'il faut y ajouter la suppression du pacte du travail? Non. En revanche, alors j'ai pas lu le rapport de la Cour des comptes puisque personne ne l'a lu. Non, pour l'instant, on va dire c'est la synthèse qu'ils ont dit. Synthèse. Ouais. Il en est d'ailleurs qu'au stade provisoire. C'est pas la version définitive. Mais je comprends qu'il y a en effet des abus dans le, je dirais, le fonctionnement du pacte du travail. Une forme d'optimisation à vous. Ouais. Alors, abus, optimisation. Disons qu'il y a des choses qui passent à travers, voilà, qui échappent aux droits de succession et de donation, qui effectivement sont très très faibles pour certaines personnes, parce qu'on met un peu tout et n'importe quoi dans le pacte du travail. Donc je suis d'accord. Là, bien sûr, il faut supprimer ces abus. Alors je ne sais pas comment exactement, mais oui, bien sûr. Donc oui pour, je dirais, augmenter les droits sur les successions, non pour les impôts annuels sur la fortune. Et dans ce cadre-là, bah oui, il y a sûrement des choses à faire sur le pacte du travail. D'accord. Alors, Dany Lang, on parlait tout à l'heure de la taxe Zuckman Light, maintenant le pacte du travail qui pourrait devenir hard. Ce regard, votre regard sur cette notion de transmission. Alors, premièrement, je partage beaucoup des choses que vous avez dites, ça vous surprendra sans doute, sur l'importance, quand on a créé une entreprise, de pouvoir la transmettre. Et donc, le problème n'est pas l'existence du pacte du travail. Effectivement, je pense que sur le principe, c'est une bonne chose. En pratique, maintenant, effectivement, comme vous l'avez souligné, on n'a pas lu ce rapport de la Cour des comptes, mais en pratique, le problème, c'est combien de temps est-ce qu'on oblige les héritiers à conserver l'entreprise? Est-ce qu'on permet aussi éventuellement aux salariés, si l'héritier ne souhaite pas conserver l'entreprise, de reprendre l'entreprise? Est-ce que c'est utilisé à des fins d'optimisation, comme apparemment, d'après ce qui est fuité dans le rapport de la Cour des comptes, c'est le cas. Donc c'est évidemment, le diable est dans les détails ici. Donc il va falloir, moi je suis favorable à la taxe Zuckman, je suis favorable à une taxe beaucoup plus progressive sur les successions, et je suis favorable aussi à l'existence de ce dispositif, mais à la condition expresse qu'il serve à transmettre un outil de production et pas simplement juste des actifs financiers, quel que soit leur niveau. Donc il faudra regarder ce rapport de la Cour des comptes de très près. Sur le principe, le pacte du travail, c'est quelque chose de très juste. En pratique, s'il permet des gens déjà extrêmement aisés d'échapper encore davantage à l'impôt, là, il va falloir y regarder de plus près. Je me retourne vers François Ekal. Sur ces deux dossiers que sont la taxe Zuckman et le pacte du travail, j'allais dire, il y a quand même une petite fracture. Comment on détermine ce qui est un bien professionnel et ce qui n'est pas un bien professionnel? Parce que ça unit ces deux dossiers. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien connaître la grille de lecture de où commence et où s'arrête un bien professionnel. C'est-à-dire, si je peux me permettre, est-ce que finalement la détention d'actions, c'est la détention d'un bien professionnel? C'est ça la question qui se pose. Alors il y a des règles, alors je ne sais plus exactement, mais notamment quand il y avait un ISF, et comme les biens professionnels étaient exonérés, il y a des règles qui avaient été mises en place avec toute une jurisprudence. C'est très compliqué. Bon, l'idée généralement, c'est un bien professionnel si vous possédez plus de X% du bien en question et si vous en avez le contrôle. Voilà. Après, qu'est-ce que ça veut dire, vous en avez le contrôle? C'est une vision large, là. Ça commence à devenir compliqué. Et puis, l'idée, c'est vous avez plus de X% de dire, par exemple, d'une entreprise, d'une société. Mais la société en question, elle va avoir des biens diversifiés. Elle va avoir des biens vraiment professionnels, mais elle va avoir peut-être des biens immobiliers qui n'ont rien à voir finalement. Alors, elle ne peut pas avoir des biens qui sont totalement en dehors de son objet, parce que là, on tombe dans l'abus de bien social. Donc, mais on peut en avoir un peu. Donc, voilà. C'est en effet très compliqué. C'est très compliqué, c'est très vénitien. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir juste en 2-3 minutes votre réaction puisque le budget continue. Alors là, on est un peu dans une journée d'entre-deux puisque les débats reprennent plutôt en fin de journée. Mais hier soir, il y a eu des petits lots de surprises. Je voudrais juste qu'on s'arrête 2 minutes avant de marquer une pause sur la hausse de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, donc qui a été réévaluée par rapport à la copie initiale. Votre réaction sur cette mesure, Dany Lang? Alors, je trouve que les deux petites surprises qu'on a eues hier sont plutôt positives. Donc la surtaxe
est positive. Alors c'est un entre-deux, la surtaxe. Et puis, on descend, mais on remonte par rapport à la version. J'aurais aimé que ce soit un peu plus haut, pour ne rien vous cacher. Et par contre, sur les CVAE, il faut effectivement la compenser par une surtaxe, parce que le gros problème de la CVAE, c'est que la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a deux problèmes. Il y a le fait que les collectivités territoriales en aient besoin, mais l'autre problème, c'est que c'est sur la valeur ajoutée, c'est pas sur les bénéfices. Donc c'est le gros problème de cet impôt. Et si on peut compenser la suppression de la CVAE par la surtaxe, j'applaudis des deux mains. Ronan Lemoyle, sur ces deux mesures un peu phares, on va dire, qui touchent les entreprises. Ça fera pleurer personne, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est une augmentation malgré tout de 20%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a des taux qui montent jusqu'à 40, 41%. Sur la surtaxe. Voilà, sur la surtaxe. J'ai envie de dire, bon, je ne suis pas un fan, loin s'en faut, parce que je pense que ce n'est pas un bon signal qu'on envoie, encore une fois, par rapport à ce que je dis au début, c'est-à-dire l'éléphant au milieu du magasin, on ne le voit pas. Mais bon, je veux dire, la CVAE, par contre, je trouve que c'est un très bon, effectivement, c'est un très bon signal qui est envoyé. Et d'un mot, peut-être revenir juste un incident sur ce qu'on disait juste avant. Attention dans les biens qui ne sont pas considérés comme professionnels, à bien faire attention également à la trésorerie que peuvent avoir envie de garder les entrepreneurs parfois, parce qu'un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui achète, fait vivre, vend et rachète tout de suite. C'est quelqu'un qui fait prospérer les entreprises, peut éventuellement parfois les vendre pour une partie, garder un peu de cash et garder ce cash quelque temps pour ensuite le réinvestir. Donc je pense qu'effectivement, le diable là aussi dans les détails. Qu'est-ce qu'on entend par quelque chose qui ne serait pas un actif professionnel durablement versus quelque chose qui ne le serait pas temporairement avant d'être réinvesti. Je pense que c'est un point ainsi qui est pas si neutre que ça si on veut éviter que les entrepreneurs se transforment en des gens qui arrêtent de prendre du risque. Alors que c'est ce qu'ils font toute leur vie.